Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 octobre 2023. Nous avons rendez-vous avec Rodrigo Basilicati Cardin. Il est le petit-neveu de Pierre Cardin et aussi l'héritier de l'Empire Cardin. Il nous reçoit dans la boutique phare de la maison Pierre Cardin, située dans le 8e arrondissement de Paris. Cela fait 3 ans que Rodrigo Basilicati Cardin a repris les rênes de l'Empire Cardin. Qu'est-ce qui a changé au cours de ces 3 dernières années? Quelle est la nouvelle stratégie de développement du groupe et surtout, comment l'héritier de l'Empire, Pierre Cardin, qui aimait tant la Chine, va célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine? Aujourd'hui, nous sommes dans la boutique phare de la maison Pierre Cardin, qui va bientôt s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Il faut dire que cette boutique, ça m'a inspiré beaucoup le moment dans lequel la mairie de Paris est venue mettre la plaque le mois de mars pour dire ici, M. Cardin est arrivé en 1966. Et donc, moi j'aime beaucoup alors à ce point-là souvenir ce qu'il a fait. Parce que quand même au niveau de design, il a fait des choix. Au niveau d'entrée, par exemple, il a fait des transformations intéressantes. J'ai voulu les garder totalement. J'ai seulement adapté, j'ai mis en norme ce qui n'était peut-être pas à l'époque, parce qu'imaginez-vous, on avait beaucoup plus de possibilités. Là, aujourd'hui, tout en maintenant les vitres, les courbes et tout, j'ai mis en norme. Donc ça, c'était important. J'ai voulu respecter le sol qu'il a voulu faire en marbre, voilà. La seule chose que j'ai changé, c'est le meuble. Je pensais que c'était pas mal de mettre des meubles signés Cardin, quand même. Et donc, j'ai pris les formes typiques de mon oncle et moi aussi d'ailleurs. Moi, j'ai réalisé que des meubles avec lui à partir de l'année 2000. Et j'ai agrandi des formes typiques de mon oncle et je les ai transformées pratiquement pour les utiliser, pour les accessoires, pour les robes, pratiquement pour le travail. L'année prochaine marquera les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Est-ce que vous avez des projets de coopération avec la Chine pour un défilé de mode, par exemple? Ou vous avez des projets de coopération dans d'autres domaines? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que Pierre Cardin aimait tant la Chine. Si, je voudrais, sincèrement, je viendrai avec un défilé, ça c'est sûr. Une fois par an, je suis toujours en Chine avec ça, mais quelque chose de plus je voudrais faire. Je cherche une collaboration avec l'Opéra de Pékin pour apporter un spectacle que je crée après la mort de mon oncle, mais de laquelle je parlais avec mon oncle. Dernier moment de sa vie. Et je lui expliquais de ce projet, c'est un spectacle qui parle de l'univers et comme nous on est arrivé aujourd'hui, comme on est le résumé de tout ce que de 13,6 milliards d'années. Et l'important c'est qu'on démontre comment nous on est tellement unique ici, mais en même temps c'est la manière de parler de la fragilité de notre petit globe. C'est rien du tout par rapport à l'univers. Et donc il faut le faire comprendre et il faut laisser les personnes conscientes à la fin, qui se rendent vraiment compte. D'ailleurs, ça nous éloigne un peu des problèmes de la vie. Quand on commence à penser à l'univers, que nous on est vraiment une petite chose, on se rend compte que nos problèmes sont relatifs toujours. Et je pense que c'est notre ADN en plus, l'espace, donc le monde de l'espace, raconter l'histoire avec la danse. Il y a sur scène ça s'appelle Danse des Galaxies. C'est une création réalisée par Patrick Dedol, un Français qui est grand ami de moi et de mon oncle depuis longues années. Et on l'a travaillé ensemble après, en introduisant la danse. On l'a réalisé au Festival de la Coste le lendemain de la mort de mon oncle, pratiquement quelques mois après. Je crois beaucoup, c'était bien apprécié et je voudrais l'amener en Chine aussi. Donc ça, c'est mon projet pour l'année prochaine. Il paraît que la maison Pierre Cardin va coopérer avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Peut-être on s'est parlé de cette histoire quand ce n'était pas vraiment mûr le projet. En réalité, mon premier voyage fait tout de suite après la disparition de mon oncle, c'était à Kourou. Kourou, la base
la base spatiale européenne, sont de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Ce n'est pas une question de choix, c'est simplement parce que je me suis d'un coup fait attirer par le projet Copernicus, qui est créé et parti par ESA il y a 25 ans maintenant. C'est le projet de protection de notre planète. Pratiquement tous les satellites qui sont autour pour observer et pour scanner, pour contrôler et monitorer la Terre sont ESA. C'est ESA qui l'a envoyé et c'est l'Europe qui soutient ce projet. Ils continuent de le soutenir, ils investissent beaucoup de milliards. Et c'est grâce à ça que nous, on sait le péril dans lequel on est avec notre planète. Donc je trouvais plutôt sympa d'entretenir des rapports avec eux et je suis en train de collaborer depuis maintenant plus d'un an, je dirais presque 2 ans maintenant, pour des projets ensemble et peut-être je pourrais parler plus précisément l'année 24 parce que c'est l'année de la naissance de Luna. Luna, c'est un projet d'ESA que permettra aux astronautes du monde entier de venir dans un lieu qui s'appelle Luna. Et ce lieu sera un lieu presque, non je ne dis pas l'identique, mais très ressemblant au sol lunaire, avec tous les enjeux qu'il y a et les problématiques. C'est fait d'exprès pour entraîner les astronautes du monde entier. Donc NASA, tout le monde viendra ici, même la Chine, je pense tous. Parce que c'est un gros projet, c'est une belle idée, parce que l'Europe, je pense qu'il aurait dû chercher son placement idéal, que c'est la recherche, les études scientifiques, l'expérimentation, et ça c'est parfait. Donc je voudrais collaborer. L'intérêt final pour moi, c'est le vêtement des astronautes. Donc c'était toujours le rêve aussi de mon oncle. Et quand il a commencé en 61, 62 à créer ses Cosmocorps, il voyait déjà la vie de l'homme dans le futur, souvent dans l'espace. Aujourd'hui, on peut l'imaginer aussi dans des lieux sous-marins. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas grande différence. La démonstration est que les astronautes s'entraînent dans les profondeurs, pas de la profondeur, mais de la piscine très profonde, et pour rassembler un peu, s'entraîner dans la pesanteur. Donc, c'est vrai que les caractéristiques, les difficultés, les challenges qu'il y a dans l'espace, des fois, ça ressemble à ce qu'on a dans l'océan. Donc, je pense que créer pour les deux, maintenant c'est plus proche. On peut voir le futur on voit la lumière maintenant. On peut imaginer finalement d'habiller l'homme qui voyagera dans l'espace et dans l'océan. En fait, cela fait 3 ans que vous avez repris les rênes de l'Empire Cardin. Qu'est-ce qui a changé au cours de ces 3 dernières années et qu'est-ce qui reste inchangé? En réalité, je me sentais assez préparé, assez prêt, parce que Pierre a bien organisé les choses, a fait de la manière que les derniers 2 ans avant son décès, je puisse suivre correctement, être au courant, pas aucune décision, mais en tant que directeur général, je pourrais quand même observer tout. Et je dois dire la vérité, il est parti dans un moment où j'avais juste repris naturellement. Et j'étais assez délicat la première période parce que je comprends ce que ça veut dire un moment de passage, surtout pour une équipe que je voulais garder. Et donc la majorité sont tous là et sont des fidèles et loyaux à mon oncle. Et de gagner la même loyauté, ce n'est pas immédiat, il faut du temps et je pense que maintenant je vois un peu la différence. 3 ans, c'est bien, je cherche un peu de maîtriser un peu toutes les tâches de la maison. J'aime suivre un peu comme lui, un peu tout et de contrôler tous les comptes, tous les paiements. Moi, j'aime bien aussi ça me donne aussi la possibilité de voir exactement, de maîtriser exactement qu'est-ce que c'est la maison et le groupe. Les premiers 2 ans, je dirais que c'était un peu de l'adaptation. Maintenant, on est plus sur le constructif. J'ai démarré il y a
un an exact maintenant, en octobre 2022, j'ai commencé à reprendre les voyages autour du monde pour voir et connaître surtout bien le designer de licencié et le licencié. Donc on a beaucoup de licences, on a presque 150 licences, donc il n'y a pas 150 voyages à faire, mais quand même avec une dizaine par an, on peut visiter entièrement la globalité des licences. Vous avez rencontré votre grand-oncle à l'âge de 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement cette première rencontre avec lui? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je sentais une étrange affinité et surtout, même si l'homme il me faisait une certaine suggestion quand même d'un homme dont on parlait dans la famille, oui, pas tout le temps, mais quand même je savais qui il était. Mais il y avait une certaine simplicité dans sa manière de poser les questions, surtout des questions de caractère artistique. Et il pointait sur ça et c'était exactement ma façon aussi. Et ça, on s'est rencontrés immédiatement et sans peur de parler de beauté, de créativité, des idées. Tout de suite, on a commencé comme ça. On s'est rencontrés à côté de Venise, à Trévise, pas loin d'où il est né, et moi aussi d'ailleurs, pendant un défilé. Lui, il a fait un défilé honorifié pour la carrière. Et là, il m'a expliqué sa théorie sur sa mode. Je peux le raconter, c'est très simple, il l'a dit plusieurs fois, mais là, il l'a expliqué tout de suite. Et il m'a expliqué que, tu vois, Rodrigo, les femmes, pour moi, le mannequin, donc les femmes, sont le champagne. On avait dans notre main une petite glace de Prosecco en réalité. Les femmes sont le champagne ou le Prosecco. Et ma robe, c'est le flûte. Ça veut dire que la femme prend la forme du flûte et non l'envers, comme les autres souvent font. Et lui, effectivement, j'ai toujours noté, mais vraiment, ce n'était pas quelque chose juste théorique. C'était vraiment un sentiment fort de ne pas mettre en évidence nécessairement les formes d'une femme, mais de les valoriser pour l'élégance plutôt et pour la manière de bouger, pour l'esprit qu'il devait donner au caractère de la personne, mais pas nécessairement toujours souligner la forme et les lignes, les courbes, tout en adorant les courbes. Pierre Cardin fait partie des tout premiers Européens à se rendre en Chine. Je crois que c'était à la fin des années 1970. En ce qui vous concerne, à quand remonte votre premier voyage en Chine et quelles ont été vos premières impressions? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller dans les premières années 2000 pour un événement important qui s'est tenu à l'Assemblée nationale en place Tiananmen pour l'échange artistique France-Chine. Et là, c'était un gros spectacle avec, je pense, 5000 et quelques spectateurs. Et c'était un grand concert mélangé avec tout, le classique, le pop, le jazz, un peu tous les styles musicaux et de danse, et chinois et français. Donc il y avait tout. Et moi j'étais en plus dans cette occasion, j'étais pianiste, donc avec mon trio, j'étais en train de s'écouter un boléro de Ravel revisité par moi et mon groupe. Les trois éléments, je me souviens. Mais c'était l'occasion artistique. Moi, j'étais autant qu'artiste sur scène. Mais c'était l'occasion pour voir la façon dans laquelle lui il était aimé, respecté. Et c'était l'occasion pour lui aussi de me rencontrer ses premières années en Chine. Et tout ce qu'il a porté, il était bien conscient de ce qu'il avait fait, hein, le risque qu'il s'est pris. Quelques années après, on a fêté les 40 ans de Pierre Cardin en Chine. C'est un peu récemment, plus récemment, et on a répété ce magnifique événement, ce défilé sur la Grande Muraille. Et donc là, c'était une expérience, c'est moi que je suis allé à sa place.
Est-ce que vous allez poursuivre le modèle commercial mis en place par Pierre Cardin? Oui, je vais promouvoir son modèle commercial parce que c'était tellement une invention à l'époque et tellement a évolué grâce à le temps qu'il a mis en pratique. Il faut revenir, c'est 70 ans pratiquement aujourd'hui de pratique de licence. Ce modèle commercial était pour se concentrer totalement sur la création et pas sur l'aspect commercial qui est évidemment distributif, productif et distributif, qui évidemment oblige le créateur à être influencé, si c'est la même personne, d'être influencé par la mode, par ce qui marche mieux, ça se vend mieux, et voilà. Lui, il était complètement libre dans ce sens, et c'était grâce à son modèle commercial. En réalité. Lui, il disait, je entame mes rapports avec des producteurs, mais eux restent eux et moi je reste moi. Et d'un côté, ça permet d'avoir une certaine liberté, parce qu'il y a quand même un fil qui tient les deux. Il faut que les deux côtés soient intéressés, sinon évidemment ça va se couper ces fils, mais ça arrive rarement avec Pierre Cardin. C'est ça qui est intéressant parce que quand il a commencé à faire, il était le premier, en 1953, la première idée de licence, avec ce fameux manteau rouge qu'il a vendu, il dit toujours 200 000 fois, mais en réalité il n'a pas vendu, il a donné le droit de le faire. Et ça c'était un scandale au premier moment. Dans le monde de la haute couture. Et donc lui, il croyait beaucoup parce que c'était une manière de donner finalement à beaucoup de monde de l'art, de la créativité réelle, et quelque chose vraiment que puisse identifier la clientèle avec quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nouveau. Et ça marchait magnifiquement pendant les premiers 30 ans, je dirais, jusqu'à les années 90, sûrement. Après, il faut dire qu'il y a les deux choses. Pierre Cardin a toujours voulu garder la main sur tout ce qu'il faisait. Et c'est correct, hein, c'est une idée. C'est une idée de bouger tout personnellement et d'être le chef complet parce que ça permet de décider hyper rapidement les choses. En faisant ça, par contre, à partir des années 50, ça a permis d'aller minutieusement partout dans le monde. Il est vraiment capillairement diffusé. Les autres marques difficilement arrivent autant. Et ça permet de connaître toutes les cultures, de ne pas les ramasser et les mettre ensemble nécessairement. Ça peut être le cas d'être influencé de l'une et l'autre. Ici à Paris, par exemple, dans ses créations, pourquoi pas. Mais c'était surtout l'idée, c'était de rentrer dans les esprits des traditions locaux. Et il pensait qu'il n'y a rien de mieux qu'un distributeur local pour faire de la distribution dans un pays. Et donc à la fin, il était très positif, les rapports avec ses partenaires étaient très amicaux aussi, je dirais. Chose qu'autrement, aujourd'hui, les licences d'autres marques, ce n'est pas nécessairement amical, c'est aussi strict. Et nous, on continue à avoir un rapport amical. Et moi, je pense que ce modèle, il faut le continuer, parce que c'est une invention de Pierre Cardin quand même. On ne peut pas s'éloigner de ce monde. Le 25 septembre, la maison Pierre Cardin a organisé un défilé de mode inspiré par l'océan et l'espace. Ce fut un très grand succès. Aujourd'hui, le public attend avec impatience votre prochaine collection automne-hiver 2024. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous révéler quelques informations sur votre prochaine collection? Et vous avez dit exactement, je me suis inspiré à l'océan aussi. L'espace, c'est notre ADN constant. Le monde de l'espace, la recherche de l'infini, l'inconnu, comme ça. Mais il y a d'inconnu dans notre planète. Et il faut savoir que les océans sont connus que pour le 2%. C'est rien, on ne connaît rien de notre océan. Et c'est là à côté. Moi, je crois, je le dis d'ailleurs, que notre plan B éventuel, si notre planète sera en difficulté peut-être
pour des questions climatiques, ce n'est pas nécessairement l'espace. À mon avis, le plan B, c'est les océans. Mais il faut les connaître mieux, il faut pousser et parler de ça afin que les scientifiques en général soient concentrés aussi sur cette deuxième solution. Et parce que je crois que les exoplanètes, au moins qu'ils soient identiques par dimension, hein, je dis pour masse à la Terre, pas par dimension, par masse, on ne peut pas vivre, l'homme n'est pas fait pour vivre avec une autre gravité, il n'y a rien à faire. Même une petite différence, c'est un gros problème à long terme et l'homme ne s'adaptera pas en 100 ans, 200 ans. Il faut des milliers, des dizaines de milliers d'années pour que, dans une façon darwinienne, on change un peu. Et le changement, ce n'est pas comme ça. On peut transformer notre corps, oui, avec des nanotechnologies, mais je le trouve aberrant. Ce n'est pas nécessaire, on est des humains. Et je pense qu'on peut profiter de l'océan. Alors la prochaine fois, ce ne sera pas si loin le thème. La seule différence, c'est que j'irai un peu plus en profondeur. Voilà, je peux dire ça.